Pour certains gamins de New York, la journée de labeur commence très tôt, à 5 heures du matin. C'est le moment où le petit Devon, 11 ans, quitte le Bronx, le quartier pauvre où il vit, et traverse toute la ville pour aller à l'école. Sa mère l'accompagne pour 1h30 de trajet quotidien, à pied, en bus et dans le métro déjà bondé. C'est comme ça tous les jours? Oui, c'est comme ça tous les matins. C'est un gros effort, non, d'aller dans une école aussi loin? Oui, absolument. C'est un sacrifice que l'on fait, mais c'est bien pour lui. L'école se trouve dans un autre quartier déshérité de la ville, à Harlem. Ce n'est plus autant un ghetto qu'il y a encore 10 ou 15 ans, mais le chômage, la criminalité et la pauvreté y restent bien plus élevés qu'ailleurs dans la ville. Dans ce triste décor, l'école de Devon est un havre de paix. Je t'aime, hein. Passe une bonne journée et surtout reste concentré, hein. Et mon petit, ton col est mal accroché. Une école où le jeune garçon et ses camarades sont soumis à des règles très strictes. Uniforme obligatoire. Et pas question de discuter. Emmanuel Georges, le proviseur, joue les vérificateurs. Ceinture, pantalon, chaussettes. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour j'ai dit, regarde-moi. Et c'est loin d'être la seule spécificité de cette école. En classe, les élèves et leurs profs ont mis en place de curieux rituels. Par exemple, à la fin d'un exercice. Posez vos stylos. Et lorsqu'un élève répond à une question, ses camarades l'encouragent avec d'étranges gestes de la main, histoire de lui envoyer de bonnes ondes. Tout ça pour atteindre un but, faire de ses élèves des machines à réussir leurs futurs examens. De quoi faire naître chez Devon de grandes ambitions. Dans quelle université tu voudrais aller? T'en as une idée? Je vais aller à Columbia ou à l'université du Michigan. Et tu sais ce que tu voudrais faire? Bien, ici, on nous apprend à travailler dur pour aller à l'université et ensuite changer le monde. Changer le monde, c'est la devise de cet établissement. Et si la mère de Devon l'a inscrit ici, c'est parce que les résultats de l'école sont excellents, bien meilleurs que dans le public. Pourtant, ce n'est pas une école privée. Elle est totalement gratuite pour les parents. Une école d'un nouveau genre qui n'existe pas en France. C'est ce que l'on appelle une charter school. Il y a 15 ans, aux États-Unis, le gouvernement n'avait qu'un objectif: améliorer le niveau des élèves et mieux gérer le budget de l'éducation nationale. Alors l'Amérique invente ses charter schools, des écoles financées par de l'argent public, mais que l'État ne gère pas lui-même. Il délègue ça à des opérateurs privés. Libre à eux de recruter les profs ou de choisir les programmes. L'État ne leur impose qu'une seule chose: la réussite des élèves aux examens officiels. Aujourd'hui, ces écoles se sont développées partout aux États-Unis. Il y en a près de 10 000. Pour réussir à avoir un bon niveau, la pression exercée sur les élèves est à son maximum dans les charter schools. Dans l'école d'Harlem, il n'y a pas de récréation. Le silence est obligatoire et l'on marche en rang serré à chaque changement de cours. La discipline poussée à l'extrême. Rentrez dans la salle en silence. De l'ordre et des évaluations en permanence à chaque cours. Vous avez 2 minutes. Ici, dans la classe de maths, Devon passe un test chronométré. Les mains en l'air, on pose les stylos. Tout est fait pour que l'élève améliore ses performances et qu'il soit ainsi fin prêt à l'examen de l'État. Les résultats de chaque cours sont même analysés par Emmanuel Georges, le proviseur. Il a accès à une fiche personnalisée sur chaque élève. Il surveille leurs performances matière par matière et tient les parents informés tout le temps. Voilà, ça c'est Devon. Regardez, il a quelques soucis en maths, en sciences, mais dans l'ensemble ça va, c'est un bon garçon.
il s'en sort pas trop mal. Vous correspondez avec ses parents? Oui, bien sûr. On envoie un mail chaque semaine aux familles pour les informer du niveau de leur enfant. On veut être sûr que les parents sont au courant de ce qui se passe tous les jours, dans chaque classe. Et pour que le niveau de l'école soit bon, il y en a d'autres qu'Emmanuel Georges ne lâche pas d'une semelle. Les profs. Chaque jour, il se rend à l'improviste dans les salles de classe. Une inspection permanente où il note et analyse les moindres faits et gestes de l'enseignant. Vous pouvez nous montrer? Oui, bien sûr. Je vais lui dire d'être plus mobile dans la classe. Il y a aussi un des élèves qui ne devrait pas être assis derrière, il est dissipé. Sinon, j'aime bien la façon dont elle interroge les élèves. J'aime bien qu'elle les encourage à avoir un regard critique. Je vais lui parler de tout ça. Cette prof aura donc le droit aux recommandations de Monsieur Georges. La pression ne s'arrête pas là. Comme pour un élève, le comportement du prof est ensuite retranscrit dans une sorte de bulletin de notes tenu par le principal. On fait ça toutes les 12 semaines pour tous les profs de l'école. Chacun est évalué avec 53 critères que nous avons définis pour être un bon prof. Ça va de la discipline au contenu même des cours. Cette évaluation en continu du prof n'existe pas dans les écoles françaises. Mais surtout, la grosse différence avec nos établissements, c'est qu'ici, le niveau de l'enseignant va même déterminer son salaire. Monsieur Rahman enseigne les sciences. Avant, il travaillait pour une école publique classique en CDI. Désormais, comme les autres profs de l'école d'Harlem, il n'a qu'un contrat à durée déterminée d'1 an avec l'école. Mais ici, s'il travaille bien, son salaire de base peut décoller. Alors voilà mon contrat. Ici, dans cette école, je suis payé en fonction de mon bulletin de notes. Si je travaille bien, alors je peux augmenter mon salaire de base de 5 à 10% à la fin de l'année. Et c'est comme ça aussi dans l'école publique? Non, dans l'école publique où je travaillais avant, les salaires étaient fixes. Il y avait une grille de salaire fixée entre l'école et les syndicats. On était augmenté uniquement en fonction de l'ancienneté. Au final, je gagne mieux ici qu'à l'école publique. Je me fais entre 15 et 20% de plus. Une rémunération au mérite. Rien de mieux pour avoir des professeurs motivés et impliqués dans leurs cours. Ce système, c'est le fondateur de cet établissement qu'il a institué ici. Casquette jaune à l'effigie de son école et l'air décontracté. À 33 ans, Cess Andrew n'a pas la tête de l'emploi, mais il est un redoutable manager. C'est lui qui recrute et décide des salaires ici. Lorsqu'il est content d'un prof, sa rémunération peut faire un sacré bond. De 65 000 $ la première année, il peut plus que doubler son salaire pour atteindre 140 000 au bout de 8 ans, soit près de 8 000 € par mois. Mais le chef sait aussi se montrer intraitable. Si un prof accumule les mauvais résultats, Cess a le droit de faire quelque chose d'inimaginable dans nos écoles françaises. Le virer. Dans certains cas, même si on est au milieu de l'année scolaire, on peut décider de virer un prof. C'est très différent de l'école publique où il y a une très grosse protection des syndicats. On ne peut rien vous faire. Il n'y a que votre ancienneté qui compte. Alors même si vous êtes un prof très mauvais, vous gardez votre boulot à vie. Virer un enseignant qui n'est pas efficace, c'est la bonne méthode selon lui pour que l'école ait de bons résultats. Une conviction acquise au début de sa carrière. Il y a 5 ans, il était simple prof. Il part alors travailler en Corée, où il découvre des écoles au fonctionnement bien différent de celles qu'il connaissait jusqu'à présent. Ça, c'est moi avec mes étudiants coréens du club d'anglais. Des professeurs et des élèves impliqués qui ne comptent pas leurs heures. Une organisation des cours très souple. C'est s'apprécie. Mais lorsqu'il rentre travailler aux États-Unis dans une école publique, il étouffe. Trop de contraintes. Alors il va décider d'ouvrir sa propre école, sur le modèle des charter schools.
Vous ne pouvez pas avoir le même impact dans une école publique que dans une charter school. Il y a trop de règles qui vous empêchent de faire ce que vous voulez, comme avoir une année plus longue, choisir vos programmes ou encore mieux payer les profs. Dans une charter school, vous pouvez avoir cette autonomie. Et pour le moment, son école est une réussite. Les résultats aux tests de l'État sont meilleurs que ceux des écoles publiques. Il va même ouvrir d'autres établissements à Harlem. Les charter schools aujourd'hui ont la cote. Elles sont très demandées par les parents. Seul problème, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Alors comme ces écoles n'ont pas le droit de faire de sélection, elles n'ont trouvé qu'une seule solution pour recruter leurs élèves. Le tirage au sort. Tous les ans, une loterie est organisée. Chaque charter school réunit tous ses candidats. Dans cette urne dorée, les noms des élèves. Ceux qui sont tirés au sort gagnent le droit d'aller à la charter school. Les autres devront se contenter de l'école publique classique. Mais pour répondre à l'intérêt des parents, l'État projette de doubler le nombre de charter schools de New York dans les 5 années qui viennent. Il devrait bientôt y en avoir près de 400, soit un quart du total des écoles. Le recteur d'académie, Cliff Chwang, croule sous les demandes d'ouverture de nouvelles charter schools. Au ministère de l'Éducation, c'est lui qui chapeaute ces écoles. Car si les charter schools sont libres dans leur manière de fonctionner, l'argent vient bien de l'État. Une somme versée à chaque établissement en fonction du nombre d'élèves qu'il accueille. C'est une allocation que l'État verse pour chaque élève. Par exemple, si une école a 500 élèves, elle aura 500 fois la somme de base. À New York, cela représente entre 9 000 et 18 000 $ par élève. Au bout du compte, selon Cliff Chwang, ces charter schools ne coûtent pas plus cher à l'État que l'école publique traditionnelle. Mais son travail ne s'arrête pas là. Il doit aussi veiller à ce que les charter schools respectent leurs engagements. Si les écoles ont de bons résultats et que ça bénéficie aux élèves, on leur renouvelle leur contrat pour 5 ans. Sinon, si ça ne marche pas, on leur coupe les vivres. Pour le moment, peu de charter schools ferment leurs portes aux États-Unis. Au contraire, elles se développent dans tout le pays. Cet attrait pour les charter schools a même créé un marché, avec des entreprises privées qui lancent des écoles à tour de bras. Elles vont ensuite tout faire pour rentabiliser leur investissement, car pour elles, l'école est devenue un moyen de gagner de l'argent. Dans la banlieue de Miami, toutes les autorités de la ville sont réunies pour l'inauguration d'une nouvelle école. Une charter school dirigée par un homme qui n'a rien d'un professeur. Tout le monde le connaît ici et le félicite. John Edge est un entrepreneur qui a fait de l'éducation une activité lucrative. Notre objectif, c'est la réussite des étudiants. Ça fait partie de notre business model. C'est un partenariat entre le public et le privé. Si ma société fait un bon travail, elle grandit. Si ce n'est pas le cas, on se fait virer. Comme pour chaque inauguration, les élèves ont préparé un show à l'américaine. C'est la 31e école ouverte aujourd'hui par John Edge et son entreprise Charter School USA. Une société à but lucratif qu'il a créée il y a 14 ans, en même temps que sa première charter school. Dans les locaux de sa firme en Floride, il affiche les photos de ses écoles comme d'autres montreraient leurs trophées. Ça, c'est la première charter school que vous avez ouverte? Oui, c'est l'une des 2 premières que j'ai faites. J'ai toujours été très entrepreneur. Ce business, pour moi, c'était l'opportunité de combiner 2 idées que j'aime. Améliorer l'éducation, vous savez, j'aime les enfants, j'ai 4 enfants, et dans le même temps, créer un business model qui soit rentable. Pour faire de ces écoles une activité rentable, John agit comme n'importe quel chef d'entreprise. Il veille à ce que ses recettes soient supérieures à ses dépenses. Ça, c'est mon directeur financier, Richard Garcia. Avec son directeur financier, il prépare ce jour-là le budget d'une de leurs écoles. Ça, par exemple, c'est le budget de l'école Renaissance.
C'est un peu inhabituel parce que c'est la première année qu'on s'en occupe et on prévoit déjà de générer du profit. Ces recettes correspondent à ce que l'État lui verse. Pour l'école Renaissance, la Floride lui confie 5 625 $ par élève. Une somme qui sert d'abord à payer les salaires des profs et du personnel administratif. C'est 60% de ses dépenses. 25% vont aux infrastructures comme l'immeuble. 10% sont destinés à l'entretien de l'école. Reste à la fin 1 à 5%. C'est ce qui revient à la société de John Age, son bénéfice. Dans ce cas-là, il nous restera à peu près 52 000 $. Ce n'est pas beaucoup, mais peut-être que ça va monter à 100, 150 000 $. Si vous multipliez ça par la trentaine d'écoles que nous avons, alors vous commencez à gagner un peu d'argent. Mais pour continuer à gagner de l'argent, John Age doit jongler entre deux impératifs. La réussite de ses élèves pour toucher les subventions de l'État et la diminution des coûts au maximum pour conserver sa marge. Dans ces écoles, le patron se comporte comme un cost killer. Dans celle-là, par exemple, c'est son entreprise qui a fait construire le bâtiment. Et c'est du préfabriqué, moins cher qu'une école traditionnelle. Un bâtiment traditionnel, ça aurait mis 2 ou 3 ans à être construit. Cette école a nécessité 9 mois. Donc c'est plus rapide, c'est moins cher et c'est mieux. Et il n'y a pas que les murs qui sont en préfabriqué. La nourriture de la cantine aussi. Les plats arrivent tout près le matin et sont juste réchauffés. Pas besoin de cuisine. Le seul travail de l'employé de l'école, c'est de vérifier la température de la nourriture. La température est bonne. Le poulet est bon. Le repas est des plus rudimentaires. Quelques nuggets réchauffés servis dans une boîte en carton, une brique de lait et un dessert. C'est le menu low cost servi ici. Pas de vaisselle, pas de fourneau, pas de cuisinier. Seulement 2 employés pour s'occuper de 800 élèves. 4 fois moins que dans une cantine classique. Mais c'est sur une autre dépense que l'entreprise réalise ses plus grosses économies. Les profs. Leur salaire n'est pas plus petit que dans l'école publique traditionnelle. Mais John a trouvé la bonne formule pour qu'il lui coûte moins cher. Dans leur pavillon tranquille de la banlieue de Miami, la famille Baker prépare sa journée. Les 2 bambins, Katie et Justin, s'apprêtent à partir à l'école ce matin. Le petit déjeuner est prêt. Les enfants vont dans l'une des charter schools de John Age, pour le plus grand bonheur de Madame Baker. Cette année, depuis que ma fille est dans une charter school, elle est beaucoup plus entourée qu'à l'école publique. Elle fait partie des meilleurs élèves, elle a fait d'énormes progrès en lecture et en maths. Elle est vraiment sur la bonne voie. La mère de famille connaît bien l'établissement. Et pour cause. Elle y travaille régulièrement elle aussi, comme tous les parents d'élèves de l'école. C'est une obligation ici. Elle s'y est engagée par écrit au moment de l'inscription. Les parents doivent passer au minimum 20 heures par an à l'école. Pour moi qui ai 2 enfants, c'est 30 heures. Et j'ai jusqu'au mois de juin pour remplir mon quota. Pour ce travail, Madame Baker n'est pas payée. Elle donne de son temps à l'école. C'est la règle dans cette charter school. Ce jour-là, la mère de famille va assister Madame Pérez, une institutrice de l'école. Elle s'assoit dans un coin et classe les livres de la bibliothèque. Ça va lui prendre 2 heures. Autant de temps de travail que John Age n'aura pas à payer à l'institutrice à la fin du mois. C'est très utile. Ça m'aide à me concentrer plus sur les enfants, plutôt que de faire ce genre de petites choses. C'est très bien. Sans l'aide des parents, vous seriez obligé de passer plus de temps ici? Oui, absolument. C'est moi qui devrais faire tout ça. Pour aider l'école, d'autres parents ont choisi par exemple de s'occuper aussi de la sécurité. En faisant participer ainsi les familles, l'établissement économise pas mal d'argent, près de 200 000 $ par an, 5% du budget total.
La recette appliquée par John Edge fonctionne. Sur les 160 millions de dollars versés par l'État, sa société a gagné près de 4 millions cette année. Attirés par ses profits, de nombreux autres entrepreneurs privés se lancent sur le marché des charter schools ces dernières années. Et nul besoin d'être un spécialiste de l'éducation pour y aller. Combien d'entre vous veulent aller à l'université? Ah ouais? André Agassi, l'ancien tennisman, vient de lancer une chaîne de charter school. Associé à un fonds d'investissement californien, il a déjà ouvert 5 écoles et compte en ouvrir 75 dans les 5 ans qui viennent. Certaines personnes nous ont dit qu'on se faisait des idées et que ça n'allait pas marcher. Mais vous, les étudiants, vous réussissez à faire encore mieux que ce que nous avions imaginé. Il y a donc de plus en plus d'acteurs sur le marché des charter schools. Mais cette course au profit dans l'éducation commence à poser question. Les méthodes employées par certaines sociétés sont aujourd'hui contestées. Dans l'Ohio, une histoire illustre bien ce problème. Une entreprise de charter school est aujourd'hui pointée du doigt. Elle s'appelle White Hat. En français, le chapeau blanc, l'accessoire favori de son fondateur, David Brennan. Un industriel reconverti dans l'éducation qui a fondé la 3e plus grosse firme de charter school des États-Unis. 20 000 élèves et 230 millions de dollars collectés ces 5 dernières années. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, le niveau des élèves de White Hat est parmi les plus médiocres du pays. Selon ce rapport universitaire, une seule des 51 écoles gérées par White Hat atteint le minimum standard requis par l'État de l'Ohio. Une association de parents d'élèves a même porté plainte contre White Hat. Elle veut savoir comment la firme de charter school utilise l'argent public qui lui a été versé. James Kollner est l'avocat en charge du dossier. Il reçoit aujourd'hui ses clients, Madame Arstead et Monsieur Harlow, des représentants des parents d'élèves. Cela fait 1 an et demi qu'il demande des comptes à l'entreprise qui gère les charter schools, sans succès pour le moment. Vous pouvez gagner tout l'argent que vous voulez, ce n'est pas un problème si vous réussissez. Mais vous ne pouvez pas prendre l'argent public qui vient des impôts, le donner à une société privée et que cette société nous dise ensuite on n'a aucun compte à rendre, alors même que les résultats de cette école sont très mauvais. Vous savez, les sociétés privées sont tentées de mettre peu d'argent dans l'éducation pour faire de plus gros bénéfices. Nous savons ça. Malgré les mauvais résultats de ces écoles, rien dans la loi de l'Ohio n'oblige White Hat à sortir de son secret. C'est la règle dans la gestion privée. Même s'il s'agit d'éducation, l'entreprise est libre d'utiliser l'argent comme bon lui semble. Vous pouvez suspecter ce que vous voulez. Jusqu'à ce que vous voyez les comptes, vous n'en avez aucune idée. Est-ce qu'ils utilisent l'argent qui doit être dépensé dans l'école pour les profs, le personnel, les équipements? Est-ce qu'ils en gardent trop pour eux? On ne peut pas le savoir. Dans l'Ohio, l'affaire commence à faire scandale. Elle a fait la une des journaux ces derniers temps. White Hat est accusé d'être allé trop loin dans sa quête de rentabilité. Au siège de la compagnie, l'actuel directeur général de White Hat, Ed Harrison, nous a reçus. Ici, on ne se cache pas d'avoir des méthodes drastiques de réduction des coûts. On a même inventé une nouvelle forme d'école, la moins chère qui puisse exister, l'école virtuelle. Car chez White Hat, la plupart des cours ont lieu via Internet. Les élèves utilisent une webcam avec Skype. Le professeur est dans l'immeuble à côté là-bas. Il a 35 à 40 élèves en même temps. C'est enregistré. Comme ça, même ceux qui ont loupé la classe peuvent revoir les cours. Ça veut dire que les élèves travaillent de chez eux? Oui, ils travaillent d'où ils veulent, du moment qu'il y a Internet. Des cours en ligne, plus de classes, de cantines ou de salles de sport. Les élèves se connectent de chez eux ou depuis des centres informatiques gérés par l'entreprise. Mais avec des résultats très en dessous des autres écoles, le procédé n'a pas fait ses preuves. Pourtant, pour Ed Harrison, pas question d'attribuer ça aux méthodes pédagogiques bon marché. Le problème vient selon lui du niveau des élèves.
Vous savez, dans nos charter schools, on accepte tout le monde. Et on travaille dans les quartiers défavorisés. Nos résultats sont mauvais, parce que bien souvent, lorsque les élèves arrivent chez nous, ils ont beaucoup de retard. Nous, on essaie juste de les remettre à niveau. Des explications peu convaincantes, car toutes les charter schools sont obligées d'accueillir tous les élèves, sans faire de sélection. L'État de l'Ohio ne s'y est pas trompé. Il vient de décider de fermer 2 des 51 charter schools de Whiteout pour leurs mauvaises performances. D'autres pourraient suivre dans les mois qui viennent. Mais ce genre de problème ne représente qu'une minorité de cas. Selon une étude de l'université de Stanford, les 3/4 des charter schools ont des résultats meilleurs ou au moins équivalents à ceux des écoles publiques.